Bonsoir, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du 7-8 L'Actu sur TV Fil 78, dernier journal de la rédaction pour cette semaine. En ce vendredi 4 avril, voici les titres, quelques-uns des principaux sujets qui vont être développés. Lancement aujourd'hui de la 20e édition du SIDAction, 20 ans de lutte contre une maladie qui aujourd'hui inquiète malheureusement moins. Et pourtant chaque année on dénombre près de 3 millions de nouvelles contaminations de par le monde. Afin de sensibiliser l'opinion, des opérations sont organisées sur le terrain. Le club de généalogie Racine va organiser ce week-end sa réunion annuelle afin de faciliter le travail de ses membres, mais aussi de présenter ses résultats au grand public. Cette année à Elancourt, un travail particulier a été mené sur la guerre 14-18 à l'occasion du centenaire. Et puis, comme chaque vendredi, retour sur les principales informations de la semaine, une actualité marquée par la politique entre remaniement du gouvernement, vague bleue au municipal et départ du président du Conseil général des Yvelines. À l'occasion du lancement de la 20e édition du SIDAction, de nombreuses opérations sont organisées sur le terrain. Des jeunes se mobilisent à Montigny, le Bretonneux ou encore à Elancourt. Yolène Torres et Patrick Jacques de Dixmude. Le SIDAction fête ses 20 ans. L'année dernière, 40 000 personnes ont pu être mises sous traitement grâce aux dons récoltés par l'association de lutte contre le VIH. Jusqu'au 6 avril, plusieurs actions de mobilisation se déroulent sur le territoire. Au lycée des Cartes de Montigny-le-Bretonneux, les élèves élus au conseil de la vie lycéenne, aidés des infirmières et des CPE, tiennent un stand d'information et vendent des objets SIDAction. L'occasion de sensibiliser les lycéens à cette maladie. C'est quelque chose qui, la sexualité qui est encore un tout petit peu tabou, je dirais, encore au lycée. Et donc l'idée, c'est vraiment de les pousser, parce que c'est vraiment à ce moment-là qu'il y a le premier rapport sexuel, de les pousser à se protéger et à les sensibiliser sur le SIDAction et aussi un peu tout ce qui est l'OTMST. En rapport avec le programme de sciences qu'on peut avoir en première ou en fonction des filières. Inciter à la protection et au dépistage, un message que l'association tente de faire entendre aux jeunes, pas toujours bien informés sur le sida. Ça ne se passe pas dans ma ville, pas dans mon environnement, mais je sais ce que ça fait à des milliers de kilomètres, parce que les dégâts que ça peut faire. Je ne me sens pas personnellement concernée, mais je sais que ça doit être une maladie qui peut faire beaucoup de ravages. Et franchement, ça me fait de la peine pour les personnes qui l'ont. En termes de contamination chez les jeunes, l'association HF Prévention parle de chiffres alarmants. Là, récemment, on a eu une étude d'une mutuelle étudiante qui annonçait que 30% des jeunes ne mettent pas le préservatif donc, dans les universités. Nous, on constate que effectivement 30%, c'est national. En Ile-de-France, par exemple, on aurait plutôt tendance à dire que c'est plutôt 50 à 60%. Présente lors du forum santé à Elancourt cette semaine, l'association a informé les collégiens de la ville sur le sujet et le message semble être bien passé. Il faut bien se protéger, qu'il faut connaître la personne avec qui on va avoir un rapport. Et voilà. Il y a des gens qui sont inconscients de ce que l'on peut, de ce qu'ils risquent s'ils ne se protègent pas. Et il y en a qui trouvent que ça n'arrivera pas, mais ça peut arriver à n'importe qui. Donc il faut que tout le monde soit prudent. Prudent, il faut bien entendu le rester malgré les progrès réalisés depuis les 20 années d'existence du SIDAction. Aujourd'hui, grâce aux trithérapies, on ne meurt plus du sida, mais le combat est loin d'être terminé. Il y a aussi beaucoup d'effets indésirables quand on prend ces médicaments. Il ne faut pas oublier que ce sont donc des bombes chimiques qui font que le virus est contrôlé. Mais mine de rien, cette bombe chimique fait que les gens peuvent vivre beaucoup plus longtemps et on fait tout pour qu'ils soient dépistés tôt, pour être effectivement traités tôt. Parce que plus on traite tôt, et c'est les nouvelles recommandations, plus on va traiter tôt, plus on va gagner en durabilité. Les membres de l'association HF Prévention et leurs bénévoles seront tout le week-end à Saint-Quentin en Yvelines pour collecter des dons, dans la rue et à la gare RER. Vous pouvez également appeler gratuitement le 110 jusqu'au 15 avril. Alors vous prenez aussi les petits modes d'emploi, prenez le féminin aussi. Le sida qui, chaque année, rappelons-le, encore fait de nombreuses victimes. Ni le vaccin ni le traitement véritablement n'existent encore. Avez-vous toujours peur de cette maladie? C'est notre question du jour, vos réponses. Non, j'ai pas spécialement peur du sida parce que on a eu assez d'informations dessus pour savoir comment s'en protéger. On sait qu'il y a des médicaments des traitements pour pouvoir le pallier. On a peur de l'attraper, donc on se protège et voilà. Je suis mariée depuis très longtemps et que voilà, ça se passe bien dans mon couple, donc je me sens pas concernée plus que ça. Alors peut-être qu'après, avec les enfants, effectivement, je veillerai à ce que ça se passe bien. Socialement, oui. Le sida, je pense qu'on en entend quand même assez parler. Donc non, pas trop inquiété par ça.
c'est déjà une maladie avec laquelle plusieurs personnes parviennent à vivre plusieurs années. Donc j'ai pas peur du sida. Je pense qu'aujourd'hui on peut se protéger, mais il faut toujours être prudent. Rappelons que le SIDAction fête donc ses 20 ans. 300 millions d'euros ont été collectés, reversés à la recherche et aux soins, à la prévention et à l'aide aux malades à travers toutes ces années. Pour vos dons, un site internet dédié bien évidemment et puis un numéro de téléphone, le 110. Papa, c'est moi. Ça va, chérie? Papa, je suis séropositive. Allez, n'oubliez pas le 110 tout au long du week-end. La 14e journée du sommeil se déroulait le 28 mars. Un mauvais repos peut en effet avoir de graves conséquences sur la santé, prise de poids, diabète, augmentation de la douleur ou dépression. Pour apprendre à se détendre, une technique trouve un écho de plus en plus favorable auprès de la population, la sophrologie. Yolène Torres. À l'occasion de la 14e journée nationale du sommeil le 28 mars dernier, l'association Équilibre Énergie de Montigny-le-Bretonneux proposait une conférence et des ateliers. Objectif, détailler les mécanismes du sommeil et faire découvrir la sophrologie. L'occasion pour les spécialistes de donner quelques bons conseils pour atténuer le stress, ennemi numéro 1 du sommeil, et savoir se relâcher avant de dormir. C'est surtout d'apprendre à reconnaître les signes effectivement du sommeil. Par exemple, les bâillements, les clignements des paupières, le moment où on va avoir ce coup de barre, et arriver justement à reconnaître ces temps et à s'adapter à ces temps-là, suivre son rythme de sommeil. Ça, c'est très très important, puisque sans sommeil, eh bien, nous ne tenons pas beaucoup au niveau de la journée. C'est très très compliqué pour nous. Le sommeil, c'est vital pour un être humain. En moyenne, les 25-45 ans déclarent en effet avoir besoin de 7h30 de sommeil pour être en forme le lendemain. Invité de ce journal à présent, Joël Nizar, bonsoir. Vous êtes le président du club de généalogie Racine à Elancourt-Morpas. 27 ans d'existence pour ce club et ce week-end, nouvelle édition de vos rencontres généalogiques. C'est à la maison de quartier de la Ville-Dieu à Elancourt donc. Et pour débuter, peut-être pour rassurer aussi le grand public, on va préciser qu'on ne va pas trouver sur place des arbres généalogiques de toutes les familles qui seront posés, exposés de cette manière. C'est beaucoup plus vaste que ça. Hein. Absolument. Quand on parle de rencontres généalogiques, ça peut faire peur à certaines personnes qui ne sont pas spécialisées dans la généalogie. En fait, la généalogie, ce n'est pas simplement remplir des cases et faire des arbres pour remonter des branches, mais c'est également, et ça on le voit très très vite, étudier la vie de nos ancêtres. Donc nous exposons beaucoup de panneaux, nous avons en total 400 panneaux, dont la grande majorité n'ont rien à voir, disons, avec des arbres généalogiques. Ça concerne par exemple l'histoire, les métiers anciens. Nous avons énormément de panneaux sur les métiers anciens. La place de la femme. Public, même si on n'est pas passionné de généalogie, même si on n'a pas fait son propre arbre généalogique, on peut venir se documenter. Passionné de généalogie, même si on ne connaît rien de la généalogie, qu'on ne veut pas faire de généalogie. Cette exposition, c'est très intéressant et on ne s'ennuiera pas. Il y a énormément de choses à lire sur l'histoire et la vie de nos ancêtres, soit les métiers, la position de la femme dans la société et ainsi de suite. On va voir quelques images des précédentes éditions. Qui vient justement sur place pour vous rencontrer? Ce sont justement des gens qui aussi veulent peut-être des conseils pour se lancer dans les recherches, parce qu'il faut être un peu initié, il faut avoir des techniques pour pouvoir rechercher et surtout réussir à trouver les bonnes informations. Donc effectivement, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui sont passionnés de généalogie, donc qui vont trouver aussi leur bonheur parmi toutes les associations externes qu'on a fait venir. Puis il y a aussi des personnes qui vont découvrir
ou qui ne connaissent pas du tout la généalogie, mais qui vont apprendre, disons, par nos panneaux, l'histoire, la vie des longs cours. J'ai oublié de dire que non seulement nous faisons l'exposition de géologie, mais aussi nous faisons l'exposition sur la guerre 14-18. Oui, on va y venir justement dans un instant parce que c'est important à l'occasion du centenaire de cette grande guerre. Vous avez travaillé, on va le détailler dans un instant, mais à propos toujours vraiment de la généalogie, à un moment on parlait d'un boom de la généalogie, vraiment des gens qui se passionnaient de plus en plus, peut-être par le climat un petit peu compliqué actuellement de crise, qui se passionnaient pour cette recherche de ses ancêtres, savoir d'où on venait tout simplement. Aujourd'hui, ça se confirme encore? Combien de personnes font partie de votre club? Ça se confirme encore. Disons, notre association est en perpétuelle expansion. Actuellement, nous sommes 106. Je crois que quand j'étais venu vous voir il y a 2 ans, on était un peu en dessous de 100. Donc, on augmente de 10 personnes à peu près chaque année. Ça prouve que c'est effectivement encore en plein boom. Votre club se réunit régulièrement. Comment vous travaillez justement? À quoi consiste une séance du Club Racine? Ah, c'est un peu compliqué. Donc, en fait, nous avons plusieurs séances et que ça a changé au fil du temps. Initialement, il n'y avait qu'une seule séance. C'était le lundi, qui était uniquement un tour de table. Donc progressivement, on a un peu changé, donc on a toujours le tour de table, mais on a orienté cette séance par l'exposé d'un thème. Ensuite, nous avons éprouvé le besoin de former les personnes, notamment à l'informatique et à la généalogie. Il faut savoir qu'en généalogie, maintenant, on utilise beaucoup de ressources informatiques. Ce qui a permis de simplifier les recherches. Ça a permis de simplifier les recherches. Maintenant, on peut quasiment faire, ou du moins en grande partie, sa généalogie dans son fauteuil. Donc, nous avons très vite éprouvé le besoin de former certaines personnes, parce que tout le monde n'est pas très jeune dans notre association, il faut bien le dire. Donc, on a eu besoin, disons, de former ces personnes à la généalogie et à l'informatique. Donc, nous avons des ateliers qu'on appelle ateliers de généalogie et d'informatique le vendredi après-midi. Nous avons également des ateliers de paléographie le jeudi après-midi. Donc, la paléographie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est apprendre à décrypter l'écriture ancienne. Et nous avons maintenant, depuis peu, encore une nouvelle séance d'informatique le mardi après-midi. Donc on a 4 séances par semaine, ce qui est énorme. Et comment se prépare ce rendez-vous annuel que vous organisez, celui qui se tiendra ce week-end? Comment ça se prépare? Combien de temps vous mettez et qui travaille dessus? Ça se prépare presque 3 ans à l'avance. En fait, c'est un petit projet, comme dans une entreprise. Mis à part que ça se manège de manière tout à fait différente. Donc on travaille en petits groupes, chaque groupe est autonome, a sa responsabilité, ça marche très bien. Par exemple, mon équipe actuellement est en train de monter l'exposition. L'exposition à découvrir ce week-end à Elancourt. Alors vous l'avez mentionné, il y a aussi cette année tout un travail qui sera présenté autour de 14-18, la guerre de 14-18 à travers l'histoire des poilus Elancourtois. Comment vous avez Des travaillé? poilus Elancourtois. Vous êtes parti du monument aux morts en fait. Absolument. On est parti du monument aux morts parce qu'on ne traite que les poilus morts pour la France, donc ceux qui apparaissent sur le monument aux morts. Donc nous avons commencé par relever les noms de ces poilus sur le monument mort. Ensuite, nous avons cherché donc leur fiche matricule, que l'on peut obtenir facilement maintenant sur un site internet qui s'appelle Mémoire des Hommes, pour voir un peu quel était leur parcours au niveau, disons, militaire. Et nous avons essayé de trouver aussi leur parcours, leur vie, à travers les documents de la mairie. Vous avez réussi à retracer tout leur parcours? Vous en savez plus aujourd'hui? On va en découvrir plus sur ces personnes? Ça dépend il y a une dizaine de poilus, on y est arrivé quasiment pour tous les poilus. Donc ils ont chacun un panneau individualisé avec leur histoire et leur parcours pendant la guerre 14-18 et où ils ont décédé, quel régiment ils étaient, ce qu'ils ont fait, leur grade, où ils sont nés. Il y a des choses qui vous ont marqué lorsque vous avez découvert sur l'histoire de 14-18, sur l'histoire de ces personnes aussi, qui du jour au lendemain ont dû partir à la guerre? Quelque chose que l'on oublie au fil du temps? Ce qu'on oublie quand même au fil du temps, c'est la guerre 14-18 et on s'en rend vite compte quand on l'étudie. C'est l'horreur de cette guerre. Il y a eu quand même plus d'1 million 300 000 morts, dont pour la première fois beaucoup de civils. Il y a eu 300 000 civils. Donc c'est ce qui apparaît très très vite quand on étudie, disons, un peu l'histoire de cette guerre, quand on revient un peu sur cette guerre. Et vous aurez bien évidemment de nouveaux éléments toujours à découvrir à Elancourt pour ces rencontres généalogiques avec le Club Racine. Merci d'être passé sur ce plateau, nous présenter cette exposition. Le montage se déroule actuellement vendredi et demain ce sera ouvert au public sur 2 jours. Et nous reviendrons bien sûr sur cette rencontre généalogique dans nos prochaines éditions du journal. Merci encore Joël Nizard d'être venu sur ce plateau. Nous allons donc en revenir sur l'essentiel de l'actualité de la semaine, une actualité forcément marquée par la politique et les nombreux changements au niveau local. Premier de ces changements, le basculement de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines à droite. Le Parti socialiste perd son bastion historique à l'issue des municipales. Catherine Zulatan.
L'agglomération saint-quentinoise bascule à droite, une première depuis sa création en 1973. À l'issue de ce second tour des municipales, 25 sièges échouent aux candidats qui portent les couleurs de la droite et 23 à ceux qui portent les couleurs de la gauche. Et ce, alors que les communes conservent leurs couleurs politiques. Guyancourt, Trappes et Manille-la-Hameau restent socialistes, La Verrière communiste, Elancourt demeure UMP, Montigny divers droite et Alexandra Rossetti UDI emporte voisin le Bretonneux. 4 villes à gauche, 3 villes à droite, une particularité qui va influer sur le mode de gouvernance, comme l'estimait Michel Laugier, le maire de Montigny, dimanche soir sur notre plateau. On a beaucoup d'atouts à Saint-Quentin. Moi, je souhaite surtout que, justement, que cette agglomération soit surtout un outil pour les communes et qu'on réussisse ensemble. Et pas que ce soit, comme ça l'a été il y a quand même pas mal de temps, un outil plus politicien en direction de certaines formations politiques, tout simplement. Donc là, moi, aujourd'hui, je suis pour plus de clarté, plus de transparence. Et effectivement, que tout le monde soit associé. On a cette nouvelle gouvernance à inventer, je pense, malgré tout collectivement, même si ça sera à la charge de celui qui, ou de celle, visiblement de celui qui sera à la tête de l'agglomération, de faire des propositions. Mais forcément, il faudra inventer quelque chose pour réussir à sortir de cette situation un peu étrange, où effectivement 4 villes de gauche peuvent être avec 3 villes de droite et avec une majorité quand même de sièges pour la droite. L'agglomération saint-quentinoise, à droite, c'est une révolution politique, certes, mais pas tant que cela, car les écarts entre la droite et la gauche ont toujours été serrés. Par exemple, pendant les 16 années de gouvernance de Robert Cadalbert, la répartition était de 22 sièges pour la gauche et 20 pour la droite. La différence entre un projet de gauche et de droite, on le sait ce que c'est. C'est effectivement un projet où on accueille pour tout le monde, une mixité sociale, des services publics de qualité. Bon, on connaît les grands fondements entre la gauche et la droite, mais sinon, moi je suis sûr que les élus, quels qu'ils soient à la direction de Saint-Quentin, ils auront envie que ça continue et que ça continue à réussir à Saint-Quentin-en-Yvelines. Il faudra encore patienter plusieurs jours pour connaître le nom du futur président de la communauté d'agglomération, attendre déjà l'installation des conseils municipaux à Trappes et à Voisins-le-Bretonneux. Le nouveau conseil communautaire doit se réunir avant le 30 avril. Et pour prendre la présidence de cette nouvelle agglomération, c'est le nom de Michel Laugier qui est le plus souvent cité, le maire de Montigny-le-Bretonneux qui était sur ce plateau cette semaine. Voici quelques extraits de son intervention. Dans une démocratie, il y a des personnes représentatives plus que d'autres. Donc aujourd'hui, il y avait 2 maires qui sortaient un petit peu du lot, j'allais dire, qui étaient Jean-Michel Forgous et moi-même, puisque Alexis Biette aurait pu être aussi celui-ci, aurait pu prétendre. Donc Alexis Biette ayant été non élu sur sa ville, eh bien donc il en revenait, je pense, aux 2 maires principaux de partir à la conquête de cette agglomération à la tête d'une nouvelle majorité. Donc on s'est entendu avec Jean-Michel sans aucun problème, avec aussi l'accord, j'allais dire, de la future maire de Voisins-le-Bretonneux. Donc les choses se sont passées en toute transparence et on a décidé d'un commun accord que j'étais celui qui pouvait le plus rassembler pour le but, c'était aussi de ne pas froisser l'opposition, c'était aussi de pouvoir mener des rapports. Peut-être vous avez de meilleurs rapports avec la nouvelle opposition de la communauté d'agglomération que Jean-Michel Forgous. Écoutez, il y a plein de critères, mais je ne crois pas qu'on ne fait pas par rapport à quelque chose. On fait par celui qui peut incarner le mieux un nouveau projet. Il y a aussi une question de crédibilité, mais je veux dire, Jean-Michel était aussi tout à fait à même de pouvoir prétendre à conduire cette majorité. Il s'avère qu'après différentes analyses, différents critères que nous avons pris en compte, eh bien, j'étais celui qui correspondait peut-être le plus pour porter cette nouvelle majorité. On sait déjà très bien ce que l'on veut, et en tout cas pour ce qui concerne le domaine économique, puisque c'est celui auquel vous faites allusion, nous avons toujours un territoire attractif et nous souhaitons qu'il le soit encore plus. Vous savez, au cours des dernières années, on a aussi travaillé, que ce soit sur Elancourt, sur Montigny, à l'arrivée de belles entreprises. Et je pense que ce qui s'est passé, notamment sur la commune de Montigny, ne peut qu'encourager toutes les personnes qui souhaitent venir et en tout cas croire en notre idéal économique sur Saint-Quentin. Effectivement, il faut qu'on crée de la richesse, il faut qu'on crée des emplois. Et jusqu'à présent, c'est vrai qu'on a la chance d'être dans un territoire attractif. Et je pense que la balance entre les emplois qui sont créés et ceux qui peuvent disparaître, hélas, est largement positive sur Saint-Quentin-en-Yvelines.
En poste depuis 2009, Alain Schmitz a donc annoncé mardi son départ de la présidence du Conseil général des Yvelines. Retour sur son parcours avec ce reportage. 2009, Alain Schmitz élu président du Conseil général des Yvelines, 26 ans après son entrée en politique en tant qu'adjoint à la culture à Versailles, représentant du canton de Versailles-Nord depuis 1994 et en charge une fois de plus de la culture, il succède à Pierre Bédier, forcé à démissionner en raison d'une condamnation le rendant inéligible, une condamnation qui n'écorne pas l'image qu'il avait de lui. Le qualificatif que j'utiliserai, qui me vient spontanément à l'esprit, c'est un sentiment d'admiration pour ce qu'il a fait pour sa ville de Mantes-la-Jolie et pour le Montois et puis pour le département. Il a été visionnaire, il était visionnaire pour sa ville, il l'a été également pour le Montois et il l'a été tout autant pour le département. Proche de ce dernier, Alain Schmitz doit malgré tout annuler l'un de ses projets emblématiques, la création d'une piste de Formule 1 à Flins. Pierre Bédier souhaitait depuis plusieurs années déjà une vallée de l'automobile et de la mobilité durable. Alain Schmitz va ensuite, au cours de ses 6 ans de mandat, exercer sa priorité, œuvrer dans le social, en créant notamment 9 espaces territoriaux pour les demandeurs d'emploi, les personnes handicapées ou les seniors. Et durant toutes ces années, il continuera également à exercer son métier de commissaire-priseur, voulant garder une activité dans le civil pour se ressourcer. Ancien sénateur en remplacement de Gérard Larcher, appelé en 2004 au gouvernement, il a donc choisi aujourd'hui, 1er avril, d'annoncer sa démission, une démission effective dans une dizaine de jours. Alain Schmitz qui s'est longuement expliqué devant la presse sur les raisons de ce départ et sur l'arrivée programmée de son prédécesseur, Pierre Bédier, prédécesseur qui avait dû quitter son poste en raison d'une condamnation pour corruption passive et recel d'abus de biens sociaux. Voici quelques extraits de l'interview accordée à TV Fil par Alain Schmitz. L'intégralité est à retrouver sur notre site internet. Alain Schmitz, bonjour. Bonjour. Vous avez annoncé mardi 1er avril que vous alliez quitter au 10 avril la présidence du Conseil général. Alors d'abord, pourquoi ce choix, qui est un peu étonnant parce qu'il y a quelques mois, quand le conseiller général du canton de Montigny, François Ligny, vous avez posé la question, vous aviez dit « Non, je resterai jusqu'au bout de mon mandat, il vous restait 1 an à faire ». Oui, parce que je ne voulais en aucun cas que cette décision qui était prise depuis longtemps, et je vous expliquais dans quel contexte, puisse interférer avec les élections municipales. Considérer que ça n'était pas le sujet, s'est posé le problème de la réforme territoriale, de l'émergence de la métropole, du devenir de nos départements de Grande Couronne, et je me suis dit qu'il n'était pas normal que je n'évoque pas et que je n'assume pas la responsabilité de ma succession en laissant en quelque sorte la place libre le lendemain des élections de 2015. C'eût été inconcevable qu'il n'y ait pas de patron à la barre du navire Yvelines, si vous voulez. Le 11 avril, précisément, en séance du Conseil général, sera désigné, élu le nouveau président du Conseil général. Oui. On parle de Pierre Bédier, vous confirmez? Oui, je le souhaite personnellement, parce que de tous mes collègues, je suis sûr que c'est lui qui fera certainement la plus grande unanimité au sein de sa famille politique. Il est fort de son expérience, qui est reconnue, de sa compétence, de son engagement au service des Yvelines. Il l'a montré en d'autres temps, il le montrera dans l'avenir, sans aucun doute. Et comme je vous l'ai dit, c'est une période particulièrement troublée institutionnellement parlant que nous allons traverser, avec de grosses difficultés en termes de ressources financières pour le département. Et il fallait quelqu'un qui puisse faire entendre la voix des Yvelines. Et que fera Alain Schmitz après le 11 avril ? Alors d'abord, je vais continuer mon mandat de conseiller général de Versailles, et puis je vais œuvrer, et je souhaite continuer à œuvrer au service des 160 communes rurales du département, parce que ces communes se sentent un petit peu orphelines dès lors qu'elles ne sont pas dans la métropole, et donc j'espère être celui qui pourra continuer ce combat au service de nos plus petites communes. Merci Alain Schmitz d'avoir répondu à la question. Merci. Autre événement politique cette semaine, l'annonce du nouveau gouvernement. L'Yvelinois Benoît Hamon y figure toujours. Élu dimanche dernier à Trappes au conseil municipal dans la majorité de Guy Malandin. Élu également pour siéger à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin. Il a été nommé ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Un poste stratégique au regard des enjeux dans ce domaine pour le bassin yvelinois. Élu député de la 11e circonscription des Yvelines en juin 2012, Benoît Hamon n'a encore jamais siégé au Palais Bourbon. Membre du gouvernement de François Hollande à l'économie sociale et solidaire, il doit, comme le prévoit la loi, laisser la place à son suppléant Jean-Philippe Mallet. Et en ce 2 avril, ce dernier voit son séjour se prolonger puisque c'est au poste de ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche que vient d'être nommé celui que l'on présente comme l'homme fort de l'aile gauche, de la gauche. Benoît Hamon, également élu dimanche conseiller municipal à Trappes sur la liste de Guy Malandin, et conseiller communautaire à Saint-Quentin en Yvelines, mais il siégerait alors dans l'opposition.
Au ministère de l'Éducation nationale, qui regroupe dorénavant celui de l'enseignement supérieur, Benoît Hamon est très attendu sur la question des rythmes scolaires, notamment lancée par son prédécesseur Vincent Payon. Une réforme que de nombreux maires refusent d'appliquer en septembre, et notamment l'un de ses principaux rivaux, Jean-Michel Fourgousse, maire d'Elancourt. À Bois d'Arcy, celui qui vient de ravir la ville au PS, Philippe Bennassaya, annonce aussi mettre en suspens la réforme. Et puis sur le plan local toujours, que dire de l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, que la dorénavant ancienne ministre Geneviève Fiorasso accusait de mauvaise gestion, poussant l'État à intervenir pour combler un déficit mettant à mal sa survie. Là aussi, les prochaines déclarations de Benoît Hamon sont pour le moins attendues dans le département par les principaux concernés, qu'ils soient enseignants, syndicalistes, présidents d'université ou tout simplement étudiants. Et Benoît Hamon est attendu ce vendredi soir à Trappes pour l'installation du nouveau conseil municipal de Guy-Malandin. Nous en reparlerons bien sûr lundi à 18h en direct. D'ici là, excellent week-end.